Aujourd'hui, quart d'heure de célébrité de Xavier Renoux. Bonjour. Bonjour. Alors Xavier Renoux, je vais vous présenter rapidement et puis nous passerons comme d'habitude au vif du sujet. Alors, vous êtes un militant associatif, vous êtes membre de pas mal de collectifs, les Désobéissants déjà, donc vous êtes animateur et fondateur. C'est un collectif, ou un réseau, tous les termes fonctionnent, qui organise des stages de formation à la désobéissance civile et qui accompagne des luttes sociales et environnementales. C'est exact. Voilà. Alors vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment un ouvrage de recherche sur les nouvelles formes de mercenariat. C'était chez Agone en 2006 et ça s'intitule « La privatisation de la violence ». Vous êtes auteur aussi d'un petit manuel de désobéissance civile chez Sileps. Et donc je disais, vous êtes responsable de la collection Désobéir aux passagers clandestins, qui publie des petits guides pratiques pour résister au néolibéralisme. Désobéir à la pub, désobéir au nucléaire, désobéir avec les sans-papiers, désobéir par le rire, qui est le dernier en date. Voilà. Et enfin, vous êtes l'auteur aussi d'un jeu de société satirique qui s'appelle Des thunes et des urnes. Ça, il faut bien prononcer. On essaie de devenir président de la République par tous les moyens. Exactement. Voilà. Tous les moyens sont bons. Alors, donc votre actualité, ce sont les ouvrages Désobéir, au nucléaire et par le rire. Est-ce que vous pouvez nous les résumer en quelques... Le principe de cette collection, c'est d'être une série de petits guides pratiques, très concis, c'est des livres à 5 €, 60 pages, ça se lit très vite, qui donnent les armes, en quelque sorte, des armes non violentes, aux gens pour résister dans les thématiques suivies. Donc en matière de nucléaire, le tout nucléaire, c'est un modèle de société aberrant, fondé sur le gaspillage, la surproduction, c'est un risque pour la santé des populations majeures, un risque de prolifération par rapport au lien entre nucléaire civil et nucléaire militaire. On parle aussi de la lutte contre l'arme nucléaire en tant que telle. Bref, il s'agit dans chaque ouvrage de fournir un petit argumentaire suffisamment étayé et diversifié et rigoureux pour permettre à quelqu'un de défendre son point de vue face à un adversaire. Et puis ensuite, et surtout, une série d'outils, à la fois des outils historiques. Qu'est-ce que depuis 30 ans on a fait pour lutter de manière un tant soit peu efficace, c'est-à-dire par l'action directe non violente, ou la désobéissance civile, contre le nucléaire. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est aussi un catalogue d'outils très concrets. Un exemple peut-être? Alors, eh bien, comment on bloque un train qui transporte des déchets nucléaires? Ça, c'est la méthode Greenpeace. C'est la méthode Greenpeace, absolument. Le réseau Sortir du nucléaire, le GANVA, quelques autres font ça. En Allemagne, c'est des milliers de personnes qui bloquent les transports de déchets. Voilà, c'est un exemple parmi... Et alors, désobéir par le rire, c'est... Alors là, c'est une question transversale puisqu'on choisit l'outil sur le fond. L'outil, c'est l'utilisation du rire, la satire, toutes les formes d'humour, la provocation, l'entartage, le second degré, absolument. Et comment on peut utiliser cette façon d'agir dans tout un tas de thématiques afin d'améliorer les choses, afin de faire avancer les choses. L'entartage, vous ne trouvez pas ça un peu violent quand même? Alors, ça relève l'entartage de ce qu'on appelle la zone grise de la violence et de la non-violence, parce que certains vont trouver que c'est strictement non violent, en effet il n'y a pas de souffrance, et d'autres vont penser que c'est violent parce qu'il y a une atteinte à l'intégrité physique, on touche le corps, et il y a une notion d'humiliation, éventuellement. Alors, ce à quoi répondent les premiers répondre que si c'est très drôle, ça n'est plus humiliant. C'est néanmoins significatif, il y a un message politique, on n'entarte pas n'importe qui, il y a eu Bill Gates, il y a eu Bernard-Henri Lévy, il y a des gens qui jouent comme ça des rôles un peu particuliers dans notre système. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, bien sûr, oui, j'allais l'oublier, comment l'oublier. Mais effectivement, certains vont trouver que c'est un peu violent ou un peu trop violent, et puis d'autres vont penser que c'est strictement non violent. Alors, restons un instant sur le nucléaire, c'est intéressant. Est-ce que vous ne pensez pas, malgré tout, que la paix relative dans laquelle on vit, dans le monde, disons, si je mets de côté quelques zones où il y a toujours des conflits, que ce soit le conflit israélo-palestinien, l'Afrique, bon, je ne les mets pas de côté, mais là, pour notre discussion, est-ce que finalement, la dissuasion due au nucléaire n'est pas pour beaucoup dans la paix que nous vivons, dont nous profitons? Si on met de côté toutes les guerres, effectivement, on peut considérer qu'on a la paix. La réalité, c'est qu'il y a eu la paix en Europe,
et encore, puisque la Yougoslavie a quand même fait l'objet de bombardements massifs de la part de l'OTAN, puis que les différents peuples ont été emmenés sur le chemin de la guerre, qu'il y a aussi la Tchétchénie, qu'il y a aussi les conflits aux bordures de l'ex-URSS, la Turquie avec les Kurdes, avec Chypre, bon, il y a quand même un certain nombre de conflits, l'Irlande du Nord, bon, il y en a finalement pas mal, mais ça n'est pas effectivement la deuxième ou la troisième guerre mondiale. En revanche, des guerres mondiales, il y en a eu une autre ailleurs. Alors on ne l'appelle pas comme ça et pourtant elle en a toutes les définitions. Dans la région des Grands Lacs, au cœur de l'Afrique, entre 1996 et 2003, il y a eu 4 millions de personnes qui ont été tuées dans un conflit majeur qui a engagé les armées de plus d'une quinzaine de pays, y compris des pays non africains. On parle donc bien d'une guerre mondiale. Mais ils n'ont pas l'arme nucléaire. Alors la France et les États-Unis qui ont engagé des soldats là-bas, et on a des soldats français qui ont tué des soldats américains, les gens le savent assez peu, même si c'est publié, toutes ces choses-là ne sont pas inventées, mais sont disponibles, simplement l'info ne fait pas la une du 20h, eh bien, étaient des puissances nucléaires et ont accepté de se battre autrement. Ma foi, le fait de posséder l'arme nucléaire a certes ou a peut-être dissuadé les grands pays de s'affronter directement, mais c'est pas sûr, parce qu'on se rappelle que les premiers gestes internationaux en faveur du désarmement nucléaire sont venus après l'alerte extrêmement chaude de Cuba. La crise des missiles à Cuba en 62 ou 4, j'ai un petit doute, en tout cas au début des années 60, a en tout cas a montré à quel point on était passé tout près du conflit. Alors évidemment, les partisans de l'arme nucléaire vont dire, justement, il n'y a pas eu conflit. N'empêche que cet incident-là a été suffisamment grave pour convaincre États-Unis et Union soviétique de commencer à désarmer et d'effectivement désarmer. On a divisé par 2 le stock mondial d'armes, ce qui n'était pas du tout la logique un an avant. S'il y a eu ça, c'est quand même qu'ils ont pensé qu'on était passé tout près de l'apocalypse. De la même façon, au Vietnam, un certain général américain a envisagé d'utiliser l'arme nucléaire contre le peuple vietnamien ou les forces alliées aux soviétiques, etc. Bref, la réalité, c'est que certes, on n'a pas eu de grands conflits type Deuxième Guerre mondiale en dehors du conflit des Grands Lacs en Afrique, et qu'on ne saura jamais dire si c'est parce qu'il y a eu la dissuasion ou on est passé tout près à cause de la dissuasion, mais en tout cas, ces pays-là, ces puissances dotées de l'arme nucléaire, elles ont pu, grâce à l'arme nucléaire, s'autoriser à envahir d'autres pays qui, sur le plan des armes nucléaires, ne pouvaient pas rivaliser, l'Irak, l'Afghanistan, mais avaient des armes chimiques qu'elles auraient pu utiliser et que bizarrement, elles n'ont pas décidé d'utiliser, alors même que sur le plan des armes conventionnelles, elles étaient perdantes, notamment l'Irak. Pourquoi est-ce que Saddam Hussein... L'Irak l'a utilisé. L'arme chimique ? Oui, non, contre les Kurdes. Ah oui, mais ça c'était un conflit épouvantable, mais interne, entre guillemets. Quand le régime de Saddam Hussein s'est trouvé menacé directement par l'attaque américaine, il aurait pu se défendre par l'arme chimique. Et l'arme chimique... C'était redouté, d'ailleurs. C'était redouté, bien sûr, et l'arme chimique sur les opinions publiques occidentales aurait eu un effet, évidemment, psychologique très important, qui aurait sans doute convaincu les opinions d'annuler la guerre, enfin de faire machine arrière à leur gouvernement. Ou au contraire... carrément ou au contraire de détruire les races. C'est possible. En tout cas, ma thèse, c'est que si Saddam Hussein, alors même qu'il se savait perdant et qu'il a perdu et qu'il a même perdu la vie, n'a pas recouru à ce type d'arme, que par ailleurs nous lui avions fourni, eh bien c'est probablement parce qu'on l'a menacé d'une menace encore plus grande, qui était certainement l'arme nucléaire. L'atomisation, d'accord. Voilà. Alors, j'ai oublié peut-être quelque chose dans votre présentation, c'est que vous êtes aussi un militant anti-pub. Oui. Je ne sais pas si je l'ai dit, en tout cas, finalement, quand je vous ai présenté, j'ai présenté vos livres, etc., finalement, est-ce que je n'ai pas fait votre publicité? Non, parce que la publicité se distingue de l'information, même quand cette information est éventuellement commerciale ou a des dimensions commerciales, comme là, vendre un livre, puisque vous avez cité mes livres, la publicité n'est pas au sens strict de l'information. Une information commerciale, c'est il existe ce livre, il parle de ça, il coûte tant, et vous pouvez le trouver à tel endroit. Une pub, c'est il est très beau, il y a une belle image, vous serez un vrai homme en le lisant, vous allez séduire, etc. Là, on n'est plus dans l'information, on est dans la manipulation. Et ça, c'est ce que nous dénonçons. Bien sûr qu'il y aura de l'information commerciale, bien sûr qu'un commerçant qui invente ou qui produit ou qui propose un nouveau service ou un nouveau produit doit le faire savoir. Et ça n'a rien de négatif en soi. Là où ça devient négatif, c'est quand on recourt à l'agression et quand on impose
au surplus cette information commerciale. Si je veux être informé des nouvelles du monde, je vais faire une démarche active. Je vais aller chercher une émission de radio, une émission de télé, le web ou un journal. Quand un commerçant, un producteur, un industriel veut m'informer et me manipuler, il ne me demande pas mon autorisation. Il me plante un panneau de 3 mètres par 4 mètres en bas de chez moi que je ne peux pas ne pas voir. Et qui pollue, par ailleurs. Et qui pollue, qui dégrade, qui utilise le sexisme, la frustration permanente dans laquelle ce système nous place, pour nous faire croire que l'on existe par notre avoir plutôt que par notre être. Mais en tout cas, il s'impose. C'est pour ça que les antipubs, généralement, ne demandent pas l'absence d'information commerciale, ils demandent pas de manipulation. Bon, ça, c'est très difficile de dire ce qui relève précisément de la manipulation ou pas. Mais en revanche, la frontière est assez ténue. Tout à fait, mais en revanche, il y a quelque chose qui est très précis, c'est la notion d'agression publicitaire. Et les antipubs réclament un affichage publicitaire, pour ce qui est de la pub sur la voie publique, limité à 50 cm x 70 cm. Qu'est-ce que c'est? C'est la taille de l'affichage associatif. Légalement, c'est une affiche relativement petite, qui fait que si je veux la lire, je dois m'approcher. C'est donc moi, la cible, qui fait le choix. Il y a une réflexion derrière les antipubs, c'est pas simplement des... Bien sûr qu'il y a une réflexion. Qui sont là, une pub, je Bien sûr, c'est un mouvement... Parce que c'est un peu l'idée qu'on nous en donne dans les médias aussi. Ça dépend, il y a des médias qui ont fait l'effort d'essayer de comprendre la démarche de désobéissance civile, celle des déboulonneurs qui barbouillent une fois par mois dans plusieurs villes de France les panneaux publicitaires pour provoquer un procès, puisque c'est un délit mineur, et se servir du tribunal comme d'une tribune. Et puis il y a aussi les gens qui barbouillent la nuit, qui ouvrent les panneaux. Alors, je pense qu'on arrive au terme de ce quart d'heure de célébrité, donc il nous reste 1 minute. Est-ce que... donc je vais vous poser une dernière question, je vous demanderai d'y répondre sincèrement comme d'habitude, mais de manière brève. Est-ce que vous vous rappelez, il y a quelques mois, quand on a vu des militants écologistes débarquer à l'Assemblée nationale en rappel, je ne sais pas si c'était Greenpeace. Oui, c'était Greenpeace. C'était Greenpeace. Moi, j'ai eu l'impression là qui dépassait les bornes, clairement, parce que c'est le genre d'endroit qui est plutôt sacré en démocratie, et si ça avait été des militants d'extrême droite, pour faire la comparaison, on aurait hurlé au fascisme. Mais là, comme c'était Greenpeace, on a laissé regarder. Bon, je crois que Noël Mamère s'est fait condamner après pour avoir fait un doigt. C'était un peu dans le même genre, mais enfin c'était autre chose. En tout cas, Greenpeace, eux, n'ont rien eu comme condamnation à ma connaissance. Et finalement, ça n'a rien coûté en termes d'image et de réputation à l'association. Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, d'abord, je pense que l'arène publique où se joue la démocratie n'est pas sacrée et n'est pas interdite à la société civile. Ça n'est pas une petite caste de privilégiés surpayés qui vont décider de tout seuls dans leur tour d'ivoire. C'est un lieu qui nous appartient à tous. Par conséquent, on peut donc s'inviter. Je ne mettrai surtout pas sur le même plan, même si un mode d'action pourrait ressembler, des militants d'extrême droite et des militants écologistes, parce que le fond doit aussi nous guider sur la notion de est-ce que c'est juste ou pas juste. En l'occurrence, si on vient pour empêcher la démocratie, ça n'est pas la même chose que si on vient pour exiger la démocratie. Les militants d'extrême droite ne sont pas favorables à une démocratie en général. Ou alors ils la réservent aux blancs, aux riches, aux hommes, aux militaires, bref, ils n'ont pas vraiment favorables à la démocratie. Les militants écologistes qui se sont invités dans cette assemblée et qui n'ont ni dégradé, ni causé de la souffrance, donc on n'était bien pas dans la violence, on était peut-être dans la désacralisation d'un lieu, mais certainement pas dans une forme de violence. Vous descendez en rappel sur les députés? Non, on ne descend pas sur le député, on descend sur des gradins, ce qui est déjà pas tout à fait la même chose. Mais surtout, quand on vient exiger la démocratie, alors que cette arène dite démocratique est en fait surtout l'arène du jeu des lobbies. Ils intervenaient sur le réchauffement climatique, on a eu la sinistre affaire de cette loi sur les OGM où quelques députés ont admis que Monsanto leur avait fait des propositions financières pour orienter leur vote. On sait bien que les lobbies ont pignon sur rue. C'est interdit. À l'Assemblée nationale. Oui, sauf que en théorie, pas au Parlement européen au demeurant. Mais en tout cas, voilà, on est dans une démocratie d'influence et qui fait qu'elle ne fonctionne pas de manière véritablement démocratique. Et donc quand des citoyens agissant de manière désintéressée, ils viennent pas demander de l'argent, ils viennent demander du bien commun, une protection du bien commun. Ils peuvent se tromper, évidemment, je ne le crois pas en l'occurrence, mais en tout cas ils ne demandent pas pour eux. Greenpeace, ils ont besoin d'argent quand même.
Pas vraiment, parce qu'ils ont un budget gigantesque, Ouais. donc ça roule bien pour eux. Mais puis les C'est gens grâce qui à ce genre interviennent ne d'action sont pas. qui récolte des fonds, notamment. Bien sûr, vous pouvez toujours voir que rien n'est totalement gratuit parce Voilà. qu'il faut Moi, le payer désintéressement, mais si complet, moi, l'action les ne coûte jésuites rien qui et marchent que dans les la gens... rue en guérissant les malades, j'y crois pas trop. Non, mais on parle... Enfin, en l'occurrence, les militants qui agissent au nom de Greenpeace ne sont pas les salariés de Greenpeace et ne défendent ni un emploi ni un intérêt de type actionnarial ou de profit commercial. Ils peuvent se faire manipuler aussi. Sont des gens... Peut-être. Comme tout le monde. En fait. Comme tout le monde, mais à ce moment-là, si tout le monde est manipulé, bon, on n'a même plus Non, lieu mais je d'en veux parler. dire, En tout cas, là, des aussi, gens demandent, faisant leur crédit de ce qu'ils demandent, Ouais. ils sont pas payés, ils sont des citoyens ordinaires et ils ont une sensibilité particulière qui leur fait faire un geste en disant il y a un problème de manque de démocratie dans cette arène et s'y invitent pour que le débat émerge. C'est finalement une action surtout de communication. Ça me paraît tout à fait de bonne guerre, compte tenu des dangers qui pèsent effectivement sur notre démocratie bien malade, du fait de ce qui menace par ailleurs notre planète avec le réchauffement climatique et la poursuite d'un modèle productiviste qui nous emmène dans le mur. Je crois que si les citoyens faisaient un peu plus souvent ce type d'action, on aurait peut-être une démocratie moins malade et un peu moins le règne des intérêts industriels. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Xavier Renou Merci à vous. d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. N'oubliez pas que la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. Et à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.